Je m'appelle Amine Chelali, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Evry Paris-Saclay, au laboratoire EBISC. Donc, normalement, c'était ma doctorante qui devait faire la présentation, mais comme elle est en même temps aux rencontres doctorales, ce n'était pas possible. Donc, j'ai pris le relais et je vais en profiter pour présenter le projet ANR Xiaomi. Donc, c'est le projet qui finance sa thèse. Donc, ça sera un peu plus global que ses travaux de thèse. Donc, pour le contexte, on parle du domaine médical avec un nombre d'erreurs médicales qui ne cesse d'augmenter. Et donc, la Haute Autorité de Santé, en 2012, avait publié un rapport suggérant en fait de limiter l'entraînement des médecins sur des vrais patients, parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, après quelques années, il y a eu la réforme du troisième cycle des études médicales avec la suggestion d'une formation basée sur la simulation, donc augmenter la place de la simulation, on va dire, pour la formation médicale. Le problème, c'est qu'en termes d'outils de simulation existants, c'était assez limité. Et donc, il y a eu un besoin immédiat d'avoir des technologies qui supportent en fait cette formation par la simulation. Et donc, avant de présenter les objectifs du projet, je vais vous présenter un état de l'art de ce qui se passe actuellement. Donc, on va parler essentiellement donc, des compétences médicales. Moi, je vais me concentrer essentiellement sur les compétences techniques, donc, sachant qu'il y a d'autres types de compétences dans le domaine médical. Donc, vous avez la définition des compétences techniques ici. Donc, on parle de gestes techniques. Et l'objectif d'un médecin, en fait, c'est de maîtriser ce geste technique et d'atteindre le niveau d'expertise ou le niveau d'automaticité, c'est-à-dire qu'on va faire le geste d'une manière automatique sans devoir penser à le faire. Et donc, dans le domaine de l'apprentissage des gestes techniques, il y a différentes phases. Donc, la première phase, c'est la phase cognitive. Donc, la première phase qui va être associée avec un nombre d'erreurs assez important. Et l'apprenant doit réfléchir aux gestes techniques qu'il doit faire. Donc, c'est comme la voiture, quand on conduit, on est en train de penser, il faut que je passe la vitesse, il faut que je tourne, etc. Et donc, dans ce contexte-là, il a besoin en fait d'avoir un guidage par un mentor ou un expert, donc avoir des retours fréquents sur son geste. Par la suite, il va passer à la phase associative, où là, c'est l'étape la plus longue, dans laquelle il va s'entraîner à automatiser son geste. Là, les erreurs deviennent de moins en moins fréquentes et il commence à maîtriser son geste. Et enfin, on va passer à la phase autonome, où là, les erreurs tendent à disparaître et on commence justement à ne plus penser au geste en lui-même et penser aux autres tâches qu'on est en train de réaliser, en plus du geste. Et donc, je reviens au domaine médical. Donc, les novices, donc les internes souvent, ont besoin d'informateurs, surtout dans les premières phases de la formation. Donc, on parle de la phase cognitive, pour recevoir des instructions de comment faire le geste et puis avoir des retours quand j'ai fait le geste, est-ce que c'était bien ou pas. Et donc, on parle dans le domaine médical du mentorat, du coaching, enfin, il y a plusieurs dénominations. Donc, c'est le conseil et le soutien offert par des pairs plus expérimentés. Et donc, c'est le modèle qu'on appelle See One, Do One, Teach One, c'est-à-dire qu'on observe d'abord comment l'expert fait, on prend la main pour faire le geste et par la suite, on est devenu expert et donc on doit commencer à enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un modèle qui est bien établi dans le domaine médical, surtout pour l'apprentissage des gestes techniques. Le problème, donc on revient au rapport de la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il y a des problèmes éthiques et de sécurité des patients parce qu'on s'entraîne sur des vrais patients. Donc, la formation par assimilation, donc on n'est pas en train de la créer, la formation par assimilation, ça existe depuis plusieurs années.
Moi, je vais me concentrer sur la partie réalité virtuelle parce que c'est ce qui m'intéresse le plus particulièrement. Et donc, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que la formation par simulation réalité virtuelle immersive est efficace dans le domaine médical. Et donc, si on voit plus en détail en fait, la forme de ces simulations, donc on est dans un apprentissage en autonomie. On doit répéter le geste plusieurs fois, souvent en immersion totale. Et du coup, c'est plutôt adapté aux phases 2 et 3 de l'apprentissage moteur qu'on a vu tout à l'heure. Mais on ne retrouve plus cette notion de mentorat. Et donc, il y a un manque de technologie qui va supporter en fait cet apprentissage dans les premières phases de l'apprenant. En termes de technologie, donc les technologies qui vont se rapprocher le plus de ce contexte-là, du contexte du mentorat, c'est ce qu'on appelle les environnements virtuels collaboratifs. C'est quoi les environnements virtuels collaboratifs? C'est des environnements 3D qui sont partagés entre plusieurs utilisateurs, donc ils peuvent se voir et interagir ensemble. Le problème de ces environnements, donc ces environnements existent, donc on parle de métavers, etc., entre autres. Donc, le problème, c'est que la communication dans ces environnements est différente par rapport à la communication en face à face. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément voir les gens, même si on les voit, on ne va pas avoir les expressions faciales, on ne va pas avoir les mouvements des yeux, les gestes, etc. Donc, c'est assez limité. Et donc, ça change notre communication avec les gens. Et du coup, dans un contexte d'apprentissage entre un expert et un novice, ça peut avoir des impacts négatifs sur l'apprentissage. Et du coup, la question, c'est comment améliorer ça. Donc, on a parlé tout à l'heure de retour, de feedback. Donc, le feedback, en fait, on peut le séparer en deux parties. Donc, le feedback intrinsèque. Donc, par exemple, je suis en train d'interagir, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel, avec l'environnement. Et donc, je reçois un feedback de cet environnement. Donc, je suis en train de manipuler des outils, je touche un organe, et donc, je sens que j'ai touché l'organe. Donc, c'est ce qu'on appelle le feedback intrinsèque. Et puis, il y a le feedback extrinsèque ou augmenté qui va être rendu possible par un tiers ou un système. Donc, c'est là qu'intervient justement l'expert, le mentor, qui va me guider et donc corriger mon geste éventuellement. Donc, ce feedback extrinsèque peut être soit différé, c'est-à-dire je fais le geste et puis il va me faire un retour sur ce que j'ai fait, ou alors ça peut être en temps réel, c'est-à-dire il le fait pendant que je suis en train de faire le geste. Et donc, on peut avoir différentes formes de feedback augmenté. Donc, on peut avoir une forme verbale, c'est-à-dire qu'il va me corriger verbalement, ou alors visuellement, donc il peut faire une démonstration du geste devant moi, ou alors faire le guidage de la main. Donc, vous voyez en fait sur les images qu'on a sur l'écran ici. Donc, il prend ma main pour essayer de me guider, pour montrer le geste à faire. Et donc, on voit que là, c'est une communication interpersonnelle multimodale entre l'expert et le novice. Et donc, c'est l'intérêt justement qu'on a trouvé ici. Donc, la communication multimodale. Les humains sont naturellement habitués à interagir dans un environnement multimodal. Et donc, chaque sens a ses avantages et ses inconvénients. Donc, la vision, par exemple, est adaptée pour les informations spatiales. L'ouïe pour la perception des informations temporelles, et puis l'haptique a été, on a montré que c'était assez intéressant pour le transfert des compétences ou les gestes techniques. Le problème, c'est que les recherches dans le domaine de la communication et l'interaction multimodale dans les environnements virtuels est assez limitée. Et c'est là que, justement, l'intérêt du projet ShowMe apparaît. Donc, l'objectif de ce projet, c'est de concevoir des environnements virtuels collaboratifs et multimodaux pour permettre à un formateur de partager ses compétences avec un apprenant d'une manière efficace en produisant des feedbacks augmentés et utiles en temps réel. Donc, on va essayer de reproduire la formation par mentorat dans un environnement virtuel collaboratif immersif
Donc, on se concentre dans ce projet sur les gestes techniques en médecine. Et l'objectif, c'est de garder le formateur dans la boucle, donc surtout dans les premières phases de l'apprentissage. Alors, juste quelques éléments sur le projet. Donc, on a une méthodologie centrée utilisateur. Donc, on va voir justement tout à l'heure la mise en pratique de cette méthodologie. Avec une durée de 48 mois, le projet a démarré il y a 1 an. Et puis, avec un financement de 250 kg. Donc, avec un certain nombre de partenaires donc académiques, mais également médicaux. Donc, on a un centre de formation médicale et puis un hôpital partenaire. Et donc, en termes de verrous scientifiques, donc on a un certain nombre de verrous scientifiques, notamment la mise en correspondance entre les compétences à apprendre et les modalités qui vont permettre de les apprendre. Donc, les compétences techniques sont nombreuses et du coup, en fait, comment définir quelle est la modalité la plus appropriée pour apprendre telle ou telle compétence. Donc là, on vise en fait à définir un modèle d'interaction multimodale humain-système humain qui est basé en fait sur l'observation du terrain. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Comment l'expert va apprendre le geste au novice, à travers quelle modalité, et est-ce qu'on va pouvoir reproduire cette modalité dans le monde virtuel, et si ce n'est pas le cas, quelle autre modalité va la remplacer. L'autre viron scientifique, c'est donc la conception des nouvelles interactions et interfaces multimodales, donc avec l'utilisation de plusieurs canaux de communication. Donc on s'intéresse notamment au guidage haptique, le suivi du regard, la communication gestuelle, etc. Et enfin, le dernier verrou scientifique, c'est la restitution des informations multimodales d'une manière efficace et compréhensible. C'est là, en fait, justement, où certains conflits peuvent apparaître. Donc, par exemple, est-ce que l'apprenant est capable de distinguer le feedback intrinsèque du feedback extrinsèque? Donc, si celui que l'expert lui donne par rapport à celui que l'environnement lui renvoie. Et donc là, on va se baser sur des études expérimentales pour vérifier ça. En termes de cadre applicatif, donc nous avons choisi l'anesthésie loco-régionale, donc qui consiste en fait à insérer une aiguille dans le corps pour injecter un anesthésiant et en utilisant une sonde d'échographie pour guider le geste. Il n'y a plus gore. Donc, je vous présente rapidement les travaux en cours. Donc, les travaux, études sur le terrain, je crois que j'ai des animations que j'ai oublié de désactiver. Donc, les premiers travaux qu'on a commencé à faire, c'est l'analyse de la tâche dans le terrain. Et donc là, on essaie de définir les différentes tâches pour réaliser la procédure d'anesthésie loco-régionale et puis d'identifier les compétences associées. Donc, c'est un travail en cours qui a été largement perturbé par le Covid-19 parce qu'on travaille avec des anesthésistes réanimateurs et donc vous pouvez imaginer l'impact énorme qu'on a eu là-dessus. Néanmoins, on a quelques premiers résultats. Donc, vous avez en fait une idée ici de ce qu'on a pu recueillir comme information. Et donc, on a en même temps développé un premier simulateur. Donc, si vous êtes encore là jusqu'à vendredi, vous verrez en fait la présentation du simulateur d'anesthésie loco-régionale qui est en autonomie pour l'instant. Donc, c'est la première partie. Donc, la deuxième partie viendra par la suite pour l'insertion des techniques d'interaction multimodale. Donc, en termes d'études sur le terrain, donc les interactions formateurs-apprenants, donc là, je vous présente aussi des images qui sont issues d'autres études préliminaires, parce que justement, les études sur le terrain avec les anesthésistes, on n'a pas forcément de photos pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait les mêmes formes de communication. Donc, la communication gestuelle, la communication haptique,
et la communication verbale. Et donc, notre première question, c'était d'essayer de savoir quel était l'impact de chacune de ces modalités sur l'apprentissage des gestes. Et donc, la première question de recherche, c'était quelle modalité d'interaction permettrait d'améliorer la communication entre le formateur et l'apprenant. Et donc, on a réalisé une première étude exploratoire en comparant les trois modalités qu'on vient de citer, donc l'haptique, verbal et visuel, pour l'apprentissage d'un geste technique. Donc, vous avez ici le dispositif mis en place, le dispositif expérimental avec un casque de réalité virtuelle, un bras retour de force et puis un environnement beaucoup plus simplifié que celui que vous avez vu tout à l'heure. C'est pour justement un peu limiter les effets de l'environnement. Donc, quelle est la tâche expérimentale que les apprenants devaient réaliser? C'était la manipulation d'un outil pour déplacer un objet. Donc, vous avez la petite sphère bleue que vous voyez à l'écran, que l'apprenant devait déplacer d'un point A vers un point B. Et la difficulté, c'est qu'il ne connaissait pas la position finale où il devait placer l'objet. Et donc, l'instructeur devait lui apprendre ce geste-là en lui expliquant où se trouve en quelque sorte le point final pour positionner l'objet. Et donc, l'apprenant devait reproduire le geste avec précision et le plus rapidement possible. Donc, voici les trois conditions expérimentales. Donc, la condition verbale, on doit écouter l'instructeur nous donner une indication sur le déplacement à faire. Donc là, par exemple, je dois déplacer la sphère de 3 cm vers l'avant. La deuxième condition, c'est la condition visuelle. Donc là, l'expert va faire le geste devant nous. Donc, on va voir sa main virtuelle se déplacer pour saisir l'objet et le déplacer jusqu'au point final. Et enfin, la modalité haptique. Dans ce cas-là, en fait, je prends un bras haptique dans mes mains et en fait, je suis guidé par l'expert qui a aussi un bras haptique dans ses mains qui va faire le geste. Moi, ma main est juste guidée pour déplacer l'objet du point A vers le point B. Et donc, dans ce cas-là, je n'ai aucun retour visuel. Donc, l'étude expérimentale, on a recruté 21 participants avec un plan intra-sujet et trois conditions expérimentales. Les participants devaient, pour chaque condition expérimentale, réaliser 12 essais, donc avec 4 déplacements sur chaque axe. Et donc, les mesures qu'on a utilisées, c'était la précision du mouvement, donc l'erreur de distance entre le point où j'étais supposé placer l'objet et le point sur lequel je l'ai finalement positionné, la rapidité du geste. Et puis, on a eu des mesures subjectives, donc un questionnaire sur la coprésence avec quelqu'un d'autre, et puis un questionnaire de comparaison entre les modalités. Donc, vous avez les résultats ici qu'on a présentés récemment à la conférence I3EVR, avec des éléments assez intéressants. Donc, en termes de précision, ce qu'on remarque, c'est que la modalité visuelle était la plus efficace, c'est-à-dire que c'est celle qui a permis d'être le plus précis pour réaliser le geste. D'un autre côté, en termes de rapidité du geste, c'est plutôt la modalité haptique, ce qui est assez intéressant, parce que là, l'haptique a permis de faire le geste plus rapidement. Et dans les deux cas, on voit que la modalité verbale, finalement, a été la plus mauvaise, entre guillemets. Mais en termes d'expérience utilisateur, sur le questionnaire de coprésence, donc là, je n'ai pas présenté les questions, mais vous pouvez les retrouver sur le papier si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que la modalité verbale a été celle qui augmente le sentiment de coprésence avec quelqu'un d'autre. Et finalement, en termes de comparaison des modalités, donc en fait, ce qui ressort, c'est que la modalité verbale, finalement, a été la moins appréciée.
les deux autres ayant reçu à peu près les mêmes préférences. Et donc, pour conclure, par rapport à ces résultats, donc on voit que chacune des modalités a apporté quelque chose de différent. Et du coup, notre prochaine étape, ça va être d'expérimenter plutôt la multimodalité, c'est-à-dire comparer la combinaison des modalités ensemble, voir en fait si ça améliore les choses par rapport à une seule modalité. Et puis, donc, on va comparer 2 à 2 et voir une comparaison avec les 3 modalités en même temps. Et donc, en termes de perspective, donc, continuer les études sur le terrain pour développer notre modèle d'interaction multimodale instructeur-apprenant. On va commencer à mettre en correspondance les différentes compétences qu'on a commencé à identifier avec les modalités envisagées et puis évaluer par la suite l'effet d'une communication multimodale sur le transfert des compétences techniques. Et voilà, j'ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions.